Je suis très heureuse d'être là parmi vous pour ce webinaire organisé par l'association du corps médical privé de la wilaya de Chlef pour vous parler un peu de la prise en charge et surtout du diagnostic de la maladie cœliaque ainsi que le reste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle des MICI. Et on va donner ainsi le point de vue de l'odontostomatologiste. Alors, la maladie cœliaque a été longtemps intégrée dans le groupe des MICI à côté de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, mais plus maintenant, puisqu'il ne s'agit pas de maladie inflammatoire, mais plutôt d'une entéropathie auto-immune survenant après ingestion du gluten chez des sujets génétiquement prédisposés. Alors, cette prédisposition génétique a changé la donne. Il s'agit donc d'une hypersensibilité digestive avec réponse immunitaire appropriée. Alors, il faut savoir que la maladie cœliaque typique s'exprime essentiellement par des manifestations digestives type diarrhée, ballonnement, constipation, douleur abdominale, etc., mais aussi par des manifestations extradigestives qui sont totalement variables et diverses, à savoir des manifestations neurologiques, hépatiques, ostéo-articulaires et aussi des manifestations bucco-dentaires. Alors, à travers le monde, nous constatons le profil changeant de la maladie avec baisse significative et continue de la forme typique digestive au profit de l'émergence des formes atypiques, ce qui entraîne un retard de diagnostic de la maladie cœliaque. Les manifestations bucco-dentaires font partie des manifestations extradigestives, ce qui entraîne un rôle important de l'odontostomatologiste dans le dépistage de la maladie cœliaque. Alors, ainsi, la maladie cœliaque se présente sous différentes formes. Alors, on a bien sûr la forme classique, typique, avec ce qu'on appelle le syndrome de malabsorption qui s'accompagne de diarrhée, diarrhée chronique, douleur, distension abdominale, etc. Avec bien sûr une sérologie de la maladie cœliaque qui est positive, ainsi que des manifestations histologiques au niveau intestinal caractérisées au maximum par la villositaire. Nous avons aussi des formes silencieuses ou asymptomatiques où les lésions histologiques sont présentes, la sérologie est positive, mais la sémiologie clinique est pauvre, on a peu d'expression clinique. Il y a aussi les formes latentes où la sérologie est positive, le type HLA prédisposant existe, à savoir le type HLA DQ2, DQ8, mais l'architecture intestinale, c'est-à-dire l'expression histologique, reste inchangée. On a aussi les formes associées qu'il ne faut pas méconnaître, c'est-à-dire l'association de la maladie cœliaque avec d'autres désordres auto-humains. La plus connue est l'association maladie cœliaque diabète de type 1. Et on a aussi, celle qui nous intéresse, c'est les formes atypiques où les signes extradigestifs sont inaugurales, c'est-à-dire qui sont au premier plan. On n'a pas de manifestation digestive et donc on a les manifestations extradigestives qui vont venir au premier plan, à savoir une anémie, un retard pubertaire, une ostéoporose et en ce qui nous concerne, des manifestations bucco-dentaires qui peuvent être isolées et conduire au diagnostic de la maladie cœliaque. Alors, le diagnostic de la maladie cœliaque, bien sûr, au final, repose sur les derniers critères de Lesbian établis en 2012, c'est-à-dire la sérologie, le type HLA et bien sûr les manifestations histologiques après biopsie duodéno-jéjunale. Le traitement repose bien sûr sur l'exclusion du gluten de l'alimentation par l'instauration d'un régime sans gluten. La relation entre la maladie cœliaque et la cavité buccale et ainsi que le reste des MICI, s'explique par des considérations immunologiques, histologiques, microbiologiques et physiopathologiques. Alors, en ce qui concerne l'immunologie, celle-ci s'explique par un élément anatomique qui est très important, c'est ce fameux MALT, c'est le Mucosal Associated Lymphoid Tissue, c'est un système lymphatique, on va dire, qui est commun entre les différentes muqueuses. Et en ce qui nous concerne, à ce propos, entre la muqueuse gastrique et la muqueuse buccale. Alors, ce système lymphatique a pour particularité d'avoir des structures anatomiques communes, des structures lymphatiques bien organisées au niveau buccal et au niveau gastrique, mais aussi d'avoir un tissu lymphoïde
qui est diffus et qui existe au niveau de toutes les lamina propria, c'est-à-dire au niveau du chorion, de toutes les muqueuses. Ainsi, toute réponse immunitaire ou réaction immunitaire qui se produit dans un territoire est reproduite dans un territoire, dans un autre territoire. Cette reproduction s'explique par la migration d'immunoglobulines qu'on appelle les IgA sécrétoires. Ces cellules vont migrer entre les différents sites et vont reproduire les informations immunitaires. Donc, une agression au niveau intestinal, et notamment au cours de la maladie cœliaque au niveau intestinal, va être reproduite au niveau de la muqueuse buccale et on aura des changements histologiques aussi bien au niveau de la muqueuse gastrique qu'au niveau de la muqueuse buccale. Donc, ces changements histologiques qui s'opèrent au niveau intestinal vont être retrouvés plus haut au niveau de la cavité buccale et vont expliquer la survenue de certaines manifestations buccales de la maladie cœliaque. Nous allons donc avoir une muqueuse buccale dans laquelle on va retrouver une atrophie épithéliale, une spongiose et aussi un infiltrat inflammatoire qui est plus ou moins dense. On a aussi les considérations microbiologiques. Elles sont expliquées par le microbiote. Alors, le microbiote de chaque individu est composé de plusieurs centaines d'espèces microbiennes qui vivent en équilibre avec l'hôte, c'est-à-dire en homobiose. C'est ce qu'on appelait anciennement la flore commensale ou la flore saprophyte. Actuellement, dans la littérature, vous trouverez le terme de microbiote. Alors, au cours de la maladie cœliaque, cet équilibre est rompu et on parle de dysbiose. La dysbiose intestinale va entraîner donc une prolifération de bactéries pro-inflammatoires qui vont donc induire la réaction inflammatoire au niveau intestinal, des bactéries gram négatives, avec diminution de la flore bénéfique. Au niveau buccal, on aura l'émergence de bactéries chromogènes et surtout de la classe Actinomyces et les Actinomycetums comitans, dont le rôle dans la maladie parodontale n'est plus à démontrer. On a aussi des considérations physiopathologiques. Alors, la maladie cœliaque s'accompagne souvent d'hypocalcémie due au syndrome de malabsorption. Donc, cette hypocalcémie va se répercuter sur tout ce qui se calcifie, à savoir les dents et l'os. On a aussi l'action des anticorps antigliadines. Alors, la gliadine, c'est quoi? C'est un produit, si vous voulez, c'est la fraction alcoolosoluble du gluten. Et donc, c'est la partie du gluten qui est responsable de la maladie. Alors, ces anticorps auront pour cible non seulement la muqueuse gastrique, mais aussi d'autres organes, notamment l'organe de l'émail. Et donc, on aura après des répercussions sur la minéralisation et la formation des dents. Le reste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, à savoir la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, peuvent aussi avoir en commun ces manifestations, mais à un degré moindre. Maintenant, nous allons voir les manifestations bucco-dentaires de la maladie cœliaque et du reste des MICI. Alors, ces manifestations bucco-dentaires sont dominées d'abord par les manifestations dentaires. Vous trouverez dans la littérature une profusion d'éléments à ce sujet-là. Alors, on aura d'abord des anomalies de structure des dents. Il s'agit de défauts de l'émail dentaire. En anglais, on parle d'enamel defects. Ces défauts de l'émail sont appelés à tort dans la littérature francophone hypoplasie de l'émail. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la forme hypoplasique, on a aussi le reste des autres formes, la forme hypocalcifiée et la forme hypomature. Donc, le terme le plus approprié serait des défauts de l'émail dentaire. Alors, ces défauts de l'émail dentaire sont des anomalies spécifiques qui ont été décrites par Lisa Hein pour la première fois en 1990. Alors, ces anomalies spécifiques, elles ont la particularité d'adopter une distribution chronologique, c'est-à-dire qu'elles atteignent les dents qui font leur éruption en même temps, telles que par exemple les premières molaires et les incisives, et donc la distribution se fait aussi symétriquement. Donc vous allez avoir les mêmes dents atteintes du côté droit que du côté gauche. Lorsque cette distribution chronologique et symétrique n'est pas respectée, on parle d'anomalie non spécifique.
Hein a établi aussi une classification qui est très importante. Elle les a gradés du grade 1 au grade 4. Ça va du simple défaut de couleur de l'émail, comme vous voyez sur la photo de haut, où on voit un émail qui est un peu blanchâtre au niveau du bord libre des dents, jusqu'au défaut structurel qui est très sévère, qui peut donc affecter la forme carrément de la dent et perturber donc la forme définitive de la dent. On a aussi d'autres manifestations dentaires qui peuvent accompagner la maladie cœliaque. Vous avez le retard d'éruption, les malocclusions et les dysharmonies dentomaxillaires. Ceci s'explique par le retard staturopondéral qui caractérise la maladie. Donc, on aura une discordance entre la taille de l'arcade et la taille des dents définitives, ce qui explique la fréquence des DM. On a aussi une susceptibilité à la carie dentaire. Les dents des malades cœliaques seraient susceptibles à la carie dentaire puisqu'il y a des défauts au niveau de leur minéralisation, comme on voit sur cette photo où on voit un défaut de structure au niveau de la 11 ainsi qu'une carie dentaire qui est assez importante au niveau de la 12. On a aussi la fréquence des dépôts noirâtres, ce qu'on appelle les black stains, qu'on remarque chez les malades cœliaques. Alors, ces dépôts noirâtres sont expliqués par les modifications du microbiote. On a dit que les bactéries chromogènes prolifèrent à cause de la dysbiose buccale, et ce qui explique qu'on a une fréquence de ces dépôts noirâtres au niveau des dents. On voit sur cette photo une tache au niveau de l'émail dentaire qui est donc une anomalie de grade 1 avec des black stains qui sont plus ou moins diffus. On a aussi, bien sûr, dans le même ordre, des manifestations muqueuses. Alors, ces manifestations muqueuses sont dominées, bien sûr, par l'aphthose buccale récidivante. Cette aphthose buccale récidivante est favorisée par les conditions tissulaires dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'atrophie épithéliale, l'inflammation, la spongiose et l'inflammation et l'infiltrat inflammatoire, qui seraient des conditions tissulaires qui favoriseraient la survenue de l'aphthose buccale récidivante. Alors, toute aphthose buccale récidivante chez un enfant ou même chez un adulte doit faire rechercher systématiquement une maladie cœliaque atypique ou qui est restée méconnue. C'est un diagnostic d'élimination qu'on doit toujours instaurer. Toujours dans les manifestations muqueuses, on a la glossite exfoliatrice marginée ou la langue géographique. Celle-ci, on parle de la forme que la langue géographique pourrait être l'expression du psoriasis buccal, et on connaît l'association entre la maladie cœliaque et le psoriasis qui sont tous les deux des désordres auto-humains. Donc, l'un pourrait expliquer l'autre. Dans la littérature, on trouve aussi la fréquence de l'association de la glossite atrophique qui serait expliquée par l'anémie qui accompagne souvent la maladie cœliaque, et celle-ci accompagnée d'un déficit en vitamine B12 explique la survenue de la glossite atrophique. Le lichen plan buccal est aussi une lésion auto-immune qui pourrait aussi, dont l'association avec la maladie cœliaque a été largement rapportée dans la littérature. Vous voyez sur cette photo un lichen plan survenu chez une fillette de 11 ans. Alors, cette fillette chez cette fillette, la recherche de la maladie cœliaque n'est pas encore en cours, mais on remarque quand même des black stains qui sont plus ou moins diffus au niveau des dents, ce qui pourrait donc être en faveur peut-être d'une association maladie cœliaque et lichen plan buccal. D'autres manifestations, notamment des manifestations cutanéo-muqueuses, ont été rapportées en association avec la maladie cœliaque. On a surtout la dermatite herpétiforme. Alors, la dermatite herpétiforme est une affection cutanéo-muqueuse allergique, mais l'association avec la maladie cœliaque est pratiquement quasi constante. Donc, il faut rechercher systématiquement une maladie cœliaque, et l'association avec la maladie cœliaque est pratiquement toujours retrouvée. Et il faut savoir que la dermatite herpétiforme peut aussi avoir des manifestations buccales muqueuses, type une stomatite herpétique.
Des manifestations salivaires ont aussi été rapportées en association avec la maladie cœliaque. Nous citons l'exemple du syndrome CEP ou syndrome de Gougerot-Sjogren. La fréquence de la sécheresse buccale a aussi été rapportée dans la littérature en association avec la maladie cœliaque. On a aussi la production d'immunoglobulines, des immunoglobulines spécifiques à la maladie cœliaque qu'on a retrouvées au niveau de la salive. Ceci a permis une piste de recherche à partir de laquelle on pourrait faire le diagnostic de la sérologie à travers donc un prélèvement salivaire. C'est toujours dans le domaine de la recherche. On a aussi des manifestations ostéo-articulaires, qui sont expliquées par le syndrome de malabsorption. On a bien sûr d'abord le retard staturopondéral avec donc toutes les répercussions que cela peut avoir. On a aussi la fréquence de l'arthrite. Donc, ce sont qu'on appelle des entéroarthrites. Ce sont des arthrites un peu particulières qui sont en rapport avec des maladies digestives, notamment la maladie cœliaque et la maladie de Crohn. On a aussi l'hypocalcémie qui accompagne souvent ces maladies digestives. L'ostéopénie, donc on peut avoir aussi une diminution de la masse osseuse et une ostéoporose. L'hypovitaminose D aussi est retrouvée dans le cadre de la maladie cœliaque, expliqué aussi par le phénomène de malabsorption. Je vous présente ici le cas de deux patients qu'on a pris en charge au niveau du service de pathologie au niveau à Oran, c'est du CHU d'Oran. Il s'agit donc de la patiente de droite, une jeune femme de 24 ans qui s'est présentée avec une limitation de l'ouverture buccale et après investigation, la maladie n'était pas connue comme ayant une maladie de Crohn. Après investigation, donc nous avons retrouvé une arthrite. On voit les géodes sous-chondrales sur la coupe de TDM au niveau du condyle droit. Donc, la présence de géodes signe la présence d'une arthrite. Et après donc bilan clinique et paraclinique, nous avons retenu le diagnostic d'une maladie de Crohn et la malade a été mise sous traitement spécifique et elle a pratiquement retrouvé toute son amplitude de son ouverture buccale. Le patient de gauche est un jeune garçon de 16 ans qui, lui, qui est venu avec une limitation moins importante que pour la jeune femme, mais la destruction osseuse est très importante. On voit pratiquement une lise de la tête condylienne. Le patient a été mis sous traitement et donc le patient est toujours sous contrôle. Alors, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que devant des défauts de l'émail allant de la simple opacité au défaut de structure évident, ou bien devant une aphthose buccale récidivante, il ne faut pas basculer dans la banalité. Il ne s'agit pas toujours d'une amylogénèse imparfaite, il ne s'agit pas toujours de carie du biberon ou des diagnostics comme ça un peu de facilité. Une aphthose buccale récidivante, ce n'est pas toujours une allergie alimentaire. Il faut rechercher, et je pense que ça doit être systématique si ça survient chez un enfant, il faut rechercher un syndrome de malabsorption, c'est-à-dire la recherche de diarrhée, notion de diarrhée, de constipation, de douleur abdominale, de distension abdominale, de retard de croissance. Ce syndrome de malabsorption est hautement évocateur d'une maladie cœliaque. Dans ce cas-là, le malade doit être orienté systématiquement vers un service de pédiatrie pour diagnostic et traitement. En l'absence du syndrome de malabsorption, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une maladie cœliaque, mais il faut retenir l'éventualité d'une maladie cœliaque atypique où la sémiologie extradigestive est inaugurale, c'est-à-dire c'est elle qui ouvre le bal, si vous voulez, c'est elle qui fait découvrir la maladie. Donc, cette éventualité doit toujours être évoquée. Je vous présente le cas d'une petite fille de 8 ans qui a été traitée pendant des années pour donc la prise en charge de ce qu'on pensait être des caries. Des caries, donc la malade nous a été adressée pour prise en charge de caries. Vous voyez bien que ce n'est pas des caries,
que la patiente a une béance très importante, pratiquement le maxillaire supérieur et inférieur se touchent au niveau postérieur, antérieur, il n'y a pas de contact, quand même un cas pareil doit faire rechercher autre chose qu'une anomalie, que des caries ou bien un trouble du développement. Donc la patiente a été investiguée et nous sommes arrivés au diagnostic de maladie cœliaque et la malade a été mise sous traitement, bien que sur le plan de la croissance, elle avait une croissance pratiquement normale et elle n'avait aucune sémiologie digestive. Au même titre, donc, j'interpelle aussi les pédiatres et les médecins généralistes qui doivent évoquer une maladie cœliaque devant la présence des manifestations bucco-dentaires. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être, eux, les premiers à regarder la cavité buccale d'un jeune enfant. Et donc, devant des dommages pareils, ce n'est pas des caries, il faut penser peut-être à autre chose, même si on n'a pas de signes digestifs. En outre, la fragilité de l'émail des dents des malades cœliaques connus augmente ce qu'on appelle le risque carieux individuel chez ces malades. Il est donc important et impératif d'insister sur la nécessité des mesures d'hygiène bucco-dentaire basiques en consultation de pédiatrie. Et en ce qui concerne les soins spécialisés, il faut orienter les patients vers les structures de soins bucco-dentaires les plus proches. Pour conclure, nous dirons que le diagnostic de la maladie cœliaque, en ce qui concerne les formes typiques de la maladie, c'est-à-dire les formes où les manifestations digestives donc sont présentes, repose sur des arguments cliniques et histologiques bien établis, c'est-à-dire histologie et génétique. Le diagnostic est moins évident. Pourquoi? Parce qu'il repose sur des signes extradigestifs souvent méconnus. Donc, le patient qui vient pour une anémie, il va être donc exploré et investigué pour une anémie sans penser à autre chose. Au même titre, quand le patient vient pour des manifestations bucco-dentaires, une aphthose buccale récidivante, par exemple, il va être mis sous bain de bouche pendant des années sans que, pour autant que le praticien va penser aux manifestations buccales de la maladie cœliaque, dans le cadre d'une sémiologie extradigestive. Donc, nous réitérons nos recommandations devant des défauts de l'émail dentaire, surtout qui se singularisent par une distribution chronologique et symétrique. Et en ce qui concerne la muqueuse buccale, lorsqu'on a une aphthose buccale récidivante, il faut donc faire le lien entre la muqueuse gastrique et la muqueuse buccale, car la muqueuse buccale peut être un modèle d'étude pour la muqueuse intestinale et doit faire rechercher systématiquement une maladie cœliaque sous-jacente. Je vous remercie pour votre attention et je tiens aussi à remercier l'ensemble des organisateurs qui ont tenu à perpétuer ce rendez-vous de formation malgré les conditions sanitaires que le pays, que le monde connaît. Et donc, je tiens à les féliciter pour leurs efforts. Docteur Sardou, vous êtes avec nous? Je vous remercie, professeur, pour votre conférence. Je vous remercie surtout pour le respect du temps. Donc, vous étiez à cheval. Donc, oui, vous m'écoutez là? Oui, parfait, docteur. Parfait. D'accord. Donc, professeur, on a pratiquement 2 questions et 2 commentaires. On va commencer par les questions. La première question, c'est la question du docteur Nordin Zidane, c'est un pédiatre. La question est la suivante. Est-ce que vous gardez toujours la biopsie intestinale pour le diagnostic en cas où les anticorps sont faiblement positifs? Professeur, avez-vous entendu la question? Professeur? J'ai l'impression de la connexion. Oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bon, la première question, c'est la question du docteur Zidane, c'est un pédiatre. La question est, est-ce que vous gardez toujours la biopsie intestinale pour le diagnostic en cas où les anticorps sont faiblement positifs? Alors, je ne peux pas me substituer aux pédiatres, c'est à eux de poser le diagnostic.
Nous, notre rôle en tant que chirurgien dentiste, c'est de les orienter vers le pédiatre. Mais ma petite expérience avec les gens de pédiatrie, et je parle sous réserve bien sûr de leur intervention, c'est la biopsie, même la sérologie, même étant faiblement positive, on la retient et on fait la biopsie reste, on parle du gold standard, c'est la pierre angulaire du diagnostic. On ne pose pas de diagnostic de maladie cœliaque sans faire de biopsie. Après, c'est pas à moi de le dire, c'est les pédiatres qui s'y connaissent mieux. Si j'arrive à orienter un malade à travers c'est-à-dire orienter le malade vers un pédiatre à travers ses manifestations buccales, je crois que j'ai fait déjà mon boulot et le reste, c'est le travail des pédiatres. Voilà, c'est juste une collaboration entre nous, mais on ne va pas se substituer les uns pour les autres. D'accord. Donc, j'espère que… Donc, pour le même docteur, donc, il vous a fait un commentaire concernant la langue géographique. Géographique, oui. Donc, ils disent que c'est une manifestation fréquente de la carence martiale. C'est-à-dire non, je crois qu'il confond. Il parle… appelle la glossite exfoliatrice marginée. Alors, je crois qu'il parle de la glossite rhamdoïde médiane qui est généralement une anémie fériprive, une carence martiale. Même chose, ça c'est une condition tissulaire que le patient a dès la parce que les dessins sur la langue vont changer. Parce qu'à un certain moment, on aura une atrophie d'un côté et une hypertrophie de l'autre côté. Ça fait qu'il va y avoir comme une carte géographique qui va changer au fil des années. Alors, cette glossite, cette langue géographique pourrait être isolée sans pour autant avoir une explication. On peut avoir une langue géographique sans que pour cela soit pathologique. Le patient va se plaindre de picotement au moment de l'alimentation quand il prend des aliments épicés. Des fois, la plupart du temps, on conseille aux patients de se brosser la langue pour éviter la stagnation alimentaire au niveau de ces anfractuosités. Mais c'est pas toujours pathologique. Mais il se pourrait que la langue géographique, on dit que c'est l'expression du psoriasis buccal. Parce que le psoriasis buccal existe sous différentes formes, parmi lesquelles c'est la langue géographique. Et l'association entre maladie cœliaque et langue géographique a été rapportée dans différentes études. On pense que ça serait une association, une forme associée de maladie cœliaque avec le psoriasis. D'accord, docteur, merci. Pour la question suivante, docteur, c'est pour la question du docteur Mohamed Larbi Garouche. La question est, devant la laftose buccale récidivante, à quel âge on est interpellé? Je pense qu'on est interpellé à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour intervenir. L'aftose buccale récidivante, normalement, elle ne doit pas survenir. Un épisode par an ou 2 épisodes par an, c'est tolérable. Mais au-delà pour qu'on puisse parler d'aftose buccale récidivante, il faut qu'il y ait plusieurs épisodes. Donc, pour que quand le patient fait des épisodes répétés d'aft, il faut rechercher une étiologie. Il y a beaucoup d'étiologies, parmi lesquelles la maladie cœliaque. Alors, dans les étiologies, on peut avoir une anémie, on peut avoir une neutropénie, on peut avoir, une allergie alimentaire. Il y a beaucoup d'éléments, mais il faut toujours rechercher une maladie cœliaque, surtout chez un enfant. Dans l'expérience du service, pratiquement, à chaque fois qu'on a demandé une sérologie de maladie cœliaque chez un enfant ayant fait une laftose buccale récidivante, dans les 2 tiers des cas, on est tombé sur une maladie cœliaque. D'accord. Donc, docteur, pour la dernière question, c'est la question du docteur Asma Ben Ahmed. Est-ce qu'on peut trouver des bactéries de l'intestin au niveau de la cavité buccale? Bien sûr. Écoutez, la cavité buccale, c'est l'extrémité supérieure du tube digestif. C'est pas interdit que les bactéries circulent de bas en haut ou de haut en bas. D'ailleurs, l'Helicobacter pylori a longtemps été évoqué. Regarde. Professeur, nous vous avons perdu. Pardon, professeur, pouvez-vous répéter votre réponse? Vous avez subi un problème
de connexion. Oui, alors je disais que le porphyrom, les bactéries circulent. Alors, on a l'hélicobactère, l'hypothèse de l'implication de l'Helicobacter pylori dans la survenue de la maladie parodontale a longtemps été évoquée, alors que l'Helicobacter pylori vit par définition au niveau de l'intestin. Actuellement, on a aussi le rôle inverse. Le Porphyromonas gingivalis, qui est une bactérie normalement qui vit au niveau buccal et qui est responsable de l'ulcère et de beaucoup d'autres maladies au niveau de l'intestin. Donc, la relation existe. Donc voilà, merci beaucoup.